Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence pour a priori, ce dernier conseil de saison, puisque le prochain conseil, sauf cas exceptionnel, interviendra au mois de septembre. Donc, vous le savez, on a déplacé la date de ce conseil pour y intégrer la problématique donc, de l'élection des grands électeurs qui eux-mêmes procéderont à l'élection de nos représentants au Sénat cet automne. Je vais procéder donc à l'appel. Grand-Champ-Jacques présent. Éric Guédon, procuration à Grand-Champ-Jacques. Sylviane Degnaud. Présent. James Walker. Présent. Marie-Elisabeth Camucado. Présent. Pascal Hénard-Machet, procuration à James Walker. Charpentier-Jocelyne. Georges Barthes, procuration à Claude Sigwald. Gaël Grumiaux. Présent. Marie-Denise Antonio, procuration à Marie-Elisabeth Camucado. Dutrel Martine. Claude Sigwald. Agnès Storz. Daguzan Alain. Girardot Marie-Claude. Thierry Bizard, procuration à Martine Dutruel. Gilles Grelot. Dominique Giraud. Corinne Taberlet. Philippe de Curninge. Stéphanie Arandel. Philippe Béchet, procuration à Charpentier-Jocelyne. Salia Hamek. Éric Bertolotti, procuration à Sylviane Degnaud. Aurore Vénard. Dany Beaugrand. Christophe Terrand, procuration à Gaël Grumiaux. Élise Levet. Et enfin, Dominique Commandone. Donc, le quorum étant largement atteint, on va pouvoir délibérer sans difficulté. Première action, évidemment, désignation d'un secrétaire de séance. Qui était le secrétaire de séance la dernière fois? Stéphanie Arandel. Il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent. Toujours un grand succès. Bravo Stéphanie. Le procès-verbal du conseil municipal du 20 avril, vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des commentaires, des interrogations sur ce procès-verbal ou des besoins d'éclaircissement ou de modification? Non. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, on va passer maintenant à l'administration générale avec l'installation d'un nouveau conseiller municipal. Monsieur Xavier Lallard, conseiller municipal, a transmis sa démission en date du 18 mai 2026. En application de l'article 270 du Code électoral, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Il convient donc de prendre acte de l'installation de Madame Dominique Commandone, suivante de liste, en qualité de conseillère municipale à compter du 18 mai 2026. Monsieur Xavier Lallard étant également conseiller communautaire, il convient de prendre acte de l'installation de Monsieur Thierry Bizard, suivant de liste, en qualité de conseiller communautaire à compter du 18 mai 2026. Je vous invite à prendre acte du nouveau tableau du conseil municipal. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, c'est une grande joie de retrouver Dominique qui nous a manqué pendant 2 mois par rapport à l'ancienne équipe. Donc, bienvenue Dominique et merci de nous rejoindre. Et donc, voilà, tu prends place cette fois officiellement. Donc, merci pour cette prise d'acte du nouveau tableau du conseil municipal. Élection des délégués du conseil municipal au sein du collège électoral des sénateurs. Donc, vous le savez, le Sénat est renouvelable par moitié cette année pour les sénateurs de notre département. Le conseil municipal a été convoqué par décret ce jour afin de désigner les délégués et les suppléants des communes au sein du collège électoral qui sera chargé de procéder à l'élection des sénateurs. Pour publier, il s'agit d'élire 15 délégués et 5 suppléants, sans débat au scrutin secret, sur une même liste paritaire, suivant le système de la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.
Donc, je vais constituer le bureau de vote pour procéder aux opérations de vote. Je désigne donc comme assesseurs les deux plus âgés et les deux plus jeunes parmi les présents. Donc, James Walker, alors on prend du plus âgé au plus jeune, hein. James Walker, Martine Dutruel, Élise Levet et Danny Beaugrand. Je vais donc vous inviter à prendre possession des ustensiles de vote. Et donc, je vais vous rappeler les dispositions du Code électoral. En application des articles L289 et R133 du Code électoral, les délégués ou délégués supplémentaires et leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la représentation proportionnelle. Les membres du conseil municipal qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être élus membres du collège électoral sénatorial, ni participer à l'élection des délégués et des suppléants. Les membres du conseil municipal, qui sont également députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers métropolitains de Lyon, conseillers à l'Assemblée de Corse ou de Guyane, conseillers de la collectivité européenne d'Alsace ou membres de l'Assemblée de Polynésie française, peuvent participer à l'élection des délégués et suppléants, mais ne peuvent être élus délégués ou suppléants. Dans les communes de moins de 9 000 habitants, les militaires en position d'activité, membres du conseil municipal, peuvent participer à l'élection des délégués et suppléants, mais ne peuvent être élus délégués ou suppléants. Les délégués sont élus dans les communes de 1 000 à 8 999 habitants, ce qui est notre cas, parmi les membres du conseil municipal. Et les suppléants sont élus soit parmi les membres du conseil municipal, soit parmi les électeurs de la commune. Conformément aux articles L284 à L286 du Code électoral, le conseil municipal doit élire donc 15 délégués et 5 suppléants. Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu'il y a de délégués et de suppléants à élire, soit sur une liste incomplète. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Je constate donc qu'une liste de candidats a été déposée. Elle est intitulée « Unis pour publier en Fion », déposée par Jacques Grandchamp. Et j'invite donc le conseil municipal à procéder aux opérations de vote. Je précise que si un conseiller ne souhaite pas prendre part au vote, il le dit, et l'information est consignée au procès-verbal. Pas de conseiller qui ne souhaite pas prendre part au vote, c'est bon. Donc les conseillers munis d'un pouvoir, évidemment, votent 2 fois, puisqu'on n'a pas plus d'un pouvoir par conseiller. Le conseiller dépose donc, à partir de maintenant, le bulletin qui est sur votre table. Donc vous avez la liste intégrale des 15 titulaires, avec donc alternance homme-femme, et 5 suppléants, toujours en alternance homme-femme. Donc c'est la seule liste qui vous est proposée. Donc je vous propose maintenant de passer aux opérations de vote directement. On peut commencer. Alors il faut cocher. Il faut quelqu'un qui coche. Il faut prendre la liste et cocher. Oui. Donc on annonce. Ouais. Oui. Danny Beaugrand. À voter. Alors, oui, vas-y, fais passer, tu le suis. À voter. 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 Plus. Christophe Terrand. À voter. Et pour Denise Antonio. Denise Antonio, à voter. Jacques Grandchamp. Éric Guédon, à voter. À voter. Éric Bertolotti. À voter. Charpentier Jocelyne.
À voter. et Philippe Béchet. À voter. 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 Non. Pascal Rabaché. À voter. Bien. Donc, Madame Adégès, il faut faire passer la liste d'émargement. OK. Très bien. Donc, on va donc pouvoir maintenant procéder au dépouillement. Je vais demander donc aux assesseurs de procéder à ce dépouillement. Oui, je le prends après. Nous remercions tout particulièrement ceux qui ont fait des confettis. Bulletins. Oui. Donc, personne ne s'est abstenu. Pas de bulletin nul. OK. Et pas Donc, de blanc. 29. 29 bulletins valablement exprimés. 29 votes. 0 blanc. 29 votes exprimés. Donc, la liste unie pour publier en Fion est élue à l'unanimité. Donc, je redonne la liste. Est-ce qu'il nous en reste une? Merci. Donc, sont élus titulaires dans l'ordre Grandchamp Jacques, Deniau Sylviane, Guédon Éric, Camukado Marie-Elisabeth, Walker James, Charpentier Jocelyne, Béchet Philippe, Grumio Gaël, Enarmaché Pascal, Antonio Denise, Sigvald Claude, Dutruel Martine, Daguzan Alain, Storz Agnès, Bizarre Thierry. Sont élus suppléants Arandel Stéphanie, Grelot Gilles, Levé Élise, De Curninge Philippe et Amek Salia. On va pouvoir maintenant reprendre le cours normal des affaires de la commune avec un petit récapitulatif juste avant sur l'état des décisions
prise en vertu de l'article L2122 du Code général des collectivités territoriales. Vous avez eu l'occasion de regarder. Est-ce que ça pose des questions, des interrogations? Bien, eh bien, écoutez, je vous remercie. La délibération suivante est une délégation du conseil municipal donnée au maire relative à la cession de certains objets trouvés à titre gratuit dans le cadre du service des objets trouvés. Le conseil municipal, par délibération du 15 décembre 2025, a créé un service des objets trouvés dont les modalités de gestion ont été fixées. Alors, je vais laisser James Walker, qui, à juste titre, me rappelle que c'est lui qui présente. Alors, j'invite donc James Walker à exposer les motifs. Je suis parti sur ma lancée, moi. Ah ouais, tu étais bien parti, Jacques. Monsieur le maire était en forme. Nous disions donc que le conseil municipal, par délibération du 15 décembre 2025, a créé un service des objets trouvés et il est prévu que certains biens mobiliers puissent être cédés à des associations caritatives. En principe, les opérations d'aliénation du domaine mobilier ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit ni à un prix inférieur à la valeur vénale. Il y a une exception prévue par le Code général de la propriété des personnes publiques qui permet de céder des biens à titre gratuit à des associations sous la condition que les ressources de ces associations soient affectées à des œuvres d'assistance aux personnes les plus défavorisées. Le conseil municipal a, par délibération du 22 mars 2026, donné délégation au maire pour décider de l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Pour le reste, on procède par enchère publique. Et vous êtes donc invité à préciser que cette délégation, en ajoutant la cession à titre gratuit au profit d'associations qui aident les plus défavorisés. Monsieur le maire, je vous en prie. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, des précisions à apporter? Bien. Donc c'est important pour nous parce que qu'on puisse purger assez régulièrement les objets trouvés, parce que ça s'accumule vraiment à vitesse grand V. Donc je soumets au vote. Qui est contre? Juste une question. Oui. On est bien dans... Micro. À droite. On est bien dans la légalité des 1 an non réclamés. Absolument, oui. D'accord. Dans les associations qui sont ciblées, est-ce qu'elles ont été déjà déterminées? Non, mais ça a ouvert en priorité aux associations de la commune, évidemment. Donc, et après, plutôt les associations aussi de bienfaisance. Ok. Voilà. Donc, ça sera, on fera les annonces, puis les associations qui le souhaiteront se manifesteront. Okay. Pas d'autres questions? Merci. On a vraiment une contrainte. C'est des associations qui sont spécifiquement orientées dans l'aide aux plus défavorisés. Oui. Je précise pour qu'il n'y ait pas de mécompréhension. Ça ne peut pas être une association sportive ou vraiment les associations d'aide aux plus défavorisés. À but social, oui. C'est extrêmement précis dans les codes. Qu'est-ce qu'on a sur la commune qui soit vraiment dédiée aux plus vulnérables, enfin aux plus pauvres et vulnérables? On fera le décompte. Pardon, on fera le décompte et on vérifiera par rapport aux demandeurs. Oui. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Désignation du référent déontologue de l'élu local. Donc la loi relative à la différenciation et la décentralisation permet à tout élu local de pouvoir consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte de l'élu local. Je ne reviens pas dessus, on vous a expliqué en long et en large la signification de la charte de l'élu local. Il faut vraiment que ce soit une prise de conscience de tous les élus. C'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une situation d'exposition et d'observation. Donc, on se doit évidemment d'être irréprochable dans l'exercice de nos mandats. Les missions de référent déontologue sont exercées en toute indépendance et impartialité par des personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences. La délibération portant désignation du référent déontologue précise la durée d'exercice de ses fonctions, les modalités de sa saisine et de l'examen de celle-ci,
ainsi que les conditions dans lesquelles les avis sont rendus. Elle précise également les moyens matériels mis à sa disposition, les éventuelles modalités de rémunération. Afin d'aider les collectivités à se conformer à cette obligation, l'Association des maires de Haute-Savoie a pris la tâche de 2 spécialistes des questions de déontologie qui ont accepté d'assumer ce rôle de référent pour les collectivités de Haute-Savoie intéressées. Il est proposé de choisir M. Jean-Olivier Vioux. Aujourd'hui retraité, il a été successivement substitut de procureur, procureur de la République, substitut général, avocat général, procureur général, membre élu du Conseil supérieur de la magistrature, dont il a coanimé le service d'aide et de veille déontologique. Il est également membre du collège de déontologie des commissaires de justice. Donc c'est vraiment une référence, Monsieur Jean-Olivier Vioux, de la haute magistrature française. Donc je pense qu'on ne pouvait pas trouver un meilleur représentant. Je vous invite donc à désigner M. Vioux comme référent déontologue de la collectivité. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération approuvée à l'unanimité. Je vous remercie. On passe à la création du comité des fêtes et la désignation des représentants par Sylviane Degnaud, Merci, monsieur le maire. dont c'est l'anniversaire. Aussi. Alors, je vais vous proposer de délibérer sur la création d'un comité des fêtes. Comité qui aura donc pour but de dynamiser l'animation de la commune et d'y associer directement les habitants, car l'article L 2143-2 du Code général des collectivités territoriales nous permet de créer un comité consultatif mixte. Donc sa mission première, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est de dynamiser l'animation de la commune, mais surtout, et je tiens à le préciser, à participer concrètement et physiquement sur le terrain, à l'occasion des festivités. Ça, c'est important d'être sur le terrain et de pouvoir faire les choses sur le terrain. Comme ce sera le cas très prochainement donc pour la fête de la musique, il va y avoir également la guinguette, il va y avoir aussi la fête des quais, donc une des plus grandes manifestations de la commune, donc c'est pour ça qu'il nous faut beaucoup de monde. Ensuite, plus loin, on aura le Noël à la plage et la chasse aux œufs. Sa composition est de 15 membres maximum, donc 6 élus issus de notre conseil municipal, 6 représentants de la société civile, désignés par monsieur le maire. Et ce comité sera présidé par un conseiller ou adjoint municipal désigné également par monsieur le maire. En conclusion, ce comité va nous permettre d'allier l'expérience des élus et l'énergie des citoyens pour faire bouger notre commune. Donc, il vous est donc demandé ce soir d'approuver la création du comité des fêtes et de sa composition. Monsieur le maire. Donc, nous avons reçu 9 candidatures pour les 9 postes ouverts s'agissant des élus. Donc, Alain Daguzan, Dominique Giraud, Claude Sigwald, Marie-Claude Girardot, Stéphanie Arandel, Agnès Storz, Philippe de Curnage, Corinne Taberlet et Éric Bertolotti. Pas de commentaires, pas de questions. Donc, félicitations à ces 9 candidatures spontanées. Hein, donc, vos nominations prennent effet immédiatement. Hein, Sylviane Degnaud sera désignée comme présidente du comité par l'arrêté qui désignera les 6 autres membres, je veux dire, de la société civile. Hein, donc, ça sera fait très rapidement. Voilà, je vous remercie. C'est important d'avoir un comité des fêtes qui soit mieux structuré et qui vraiment accompagne toutes nos animations tout au long de l'année. La délibération suivante, comme on l'a indiqué dans le dossier, a été reportée. Il s'agissait de désigner des représentants de la commune au sein de la CLECT, la Commission locale d'évaluation des charges transférées. Donc c'est une commission intercommunale. Bon, pour la bonne raison, c'est que cette composition n'a pas encore été approuvée au niveau intercommunal. Donc on la repoussera à l'automne. Délibération suivante, l'adhésion au dispositif achat public mutualisé du CIAN. Par délibération en date du 16 octobre 2025, le CIAN a mis en place un dispositif achat public mutualisé visant à mettre à disposition des collectivités de Haute-Savoie un ensemble d'outils complémentaires
pour accompagner le développement des politiques énergétiques et numériques du territoire. Il permet aux adhérents du CIAN un accès à des marchés orientés énergie et numérique, un accès aux achats groupés d'énergie et numérique, un accès à des marchés de la centrale d'achat du numérique et des télécoms. C'est un dispositif qui revêt plusieurs intérêts, notamment celui d'offrir des marchés publics de travaux et de services prêts à être exécutés, une optimisation des ressources et des économies grâce à la mutualisation des achats. Ce n'est pas moi qui vous dirai du mal de la mutualisation, puisque j'avais cette compétence dans mes attributions précédentes à l'intercommunalité. La mutualisation, c'est vraiment la voie qui permet de réaliser aujourd'hui des économies et des améliorations dans nos fonctionnements. Je vous invite donc à approuver l'adhésion au dispositif achat public mutualisé et à m'autoriser à signer les documents relatifs. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. La convention suivante est une convention, la délibération suivante est une convention de mise à disposition d'un local de stockage. Je ne vais pas vous l'apprendre. Nous avons un dispositif de sécurité qui se met en place à l'occasion du sommet du G7. Il commence à être vraiment de plus en plus visible. Donc, les services de l'État nous ont demandé la mise à disposition d'un local communal en vue d'y réaliser du stockage pendant la période du sommet. Eu égard aux circonstances et au local concerné, il est proposé d'accorder une mise à disposition à titre gracieux. Dérogation prévue par l'article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Je vous invite à approuver la convention relative à cette mise à disposition et à m'autoriser à la signer. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération approuvée à l'unanimité. Et je redonne cette fois la parole à James pour le protocole transactionnel sur la détérioration de mobilier. Le 23 février 2025, à 4h26, pour être précisément, un véhicule a percuté des barrières de protection piétonne au niveau du 960 avenue de la Rive. La police municipale de la commune a visionné les caméras de vidéoprotection, ce qui a permis d'identifier l'auteur du sinistre. Comment? Tout simplement avec l'immatriculation de son véhicule. Le coût global des dégâts est de 2082 €, toutes taxes comprises. Ce coût intègre l'intervention des agents communaux, puisqu'on a fait ça en régie, et l'utilisation du camion qui a permis l'évacuation des débris. À la fois les services communaux et l'auteur des dégradations retrouvées ont souhaité régler ce sinistre à l'amiable via un protocole transactionnel. Nous ne pouvons que nous en féliciter, c'est bien de trouver des accords. Et vous êtes donc maintenant invité à approuver le protocole transactionnel qui a été passé avec la personne physique en question et à autoriser Monsieur le maire à le signer. Le protocole transactionnel porte sur l'intégralité du coût de remise en état, c'est-à-dire 2082 €. Monsieur le maire? Merci James. Ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre d'incident sur la commune. Malheureusement, c'est assez fréquent. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la vidéoprotection nous permet aussi de régler un certain nombre de contentieux à bon escient. Et donc, on ne peut que se louer de mettre en place ce dispositif de vidéoprotection de façon à ce qu'on ait le moins de dégradation à subir au niveau de la commune. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon. Adopté à l'unanimité. Je suis heureux pour l'adjoint aux finances que personne n'était contre le fait qu'on reçoive de l'argent. Délibération suivante, le protocole d'accord relatif à la réalisation d'une clôture sur le domaine public parcelle AI 393. Dans le cadre de l'aménagement de la voie communale de desserte entre la rue du Port et la rue de la Chapelle. C'est cette rue qui est en train de se constituer avec les parkings paysagers. La commune procède actuellement des travaux de voirie. Ces travaux jouxtent la propriété d'un propriétaire de parcelle sur laquelle préexistait un mur surplombé d'une clôture. Ce dernier a été dégradé lors des travaux, si bien qu'il est proposé
que la commune s'engage à réaliser à ses frais exclusifs une nouvelle clôture afin de matérialiser la limite séparative entre le domaine public et la propriété privée, de façon à garantir la tranquillité du propriétaire ainsi que la sécurité des usagers de la voirie. Afin de formaliser l'accord préalable relatif à la réalisation de cette clôture, un protocole transactionnel a été établi entre les parties afin de définir les conditions juridiques, financières et techniques de son installation. Alors vous voyez, la délibération précédente, c'était aujourd'hui, là on est dans l'inverse. Nous-mêmes, nous appliquons la même discipline. Donc il y a eu une dégradation, on assume et on règle le contentieux à l'amiable avec la tierce personne. Est-ce qu'il y a des questions? Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons maintenant aux ressources humaines. Modification du tableau des emplois. Donc, c'est des délibérations qui sont assez régulières dans une collectivité où on a quand même un important volume de personnel. Les modifications proposées au tableau des emplois interviennent afin d'adapter les postes aux besoins des services et aux évolutions d'organisation. Au sein du service entretien et restauration, il est proposé de modifier un poste d'agent d'entretien et de restauration à compter du 1er septembre 2026, en lien avec la révision du temps de travail de l'agent occupant le poste. Cette évolution permet une réorganisation interne des heures sans impact sur le fonctionnement du service, l'agent concerné ayant par ailleurs formulé une demande de réduction de son temps de travail à l'approche de la retraite. Deuxième domaine, le domaine du service de la musique. Il est proposé d'augmenter les postes à temps complet 2020 afin de répondre aux besoins d'intervention dans les écoles, dans un contexte de difficulté de recrutement depuis 2 ans, lié notamment au manque d'attractivité des postes à temps non complet et à l'évolution des besoins du service. Je rappelle pour l'enseignement de la musique à l'école, nous avions dû mettre un terme à ce dispositif et qu'on était en recherche depuis plus de 2 ans maintenant d'une personne, du MIST, capable de reprendre les enseignements comme on le souhaitait, c'est-à-dire l'enseignement de la musique qui profite au plus grand nombre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ces modifications de tableau des ressources humaines? Pas de questions, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération approuvée à l'unanimité. Je vous remercie. Création d'un comité social territorial commun entre la commune et le centre communal d'action sociale, de publier. Un comité social territorial est créé dans chaque collectivité, vous le savez, qui emploie au moins 50 agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents. Il peut être décidé par délibération concordante des organes délibérants d'une collectivité territoriale, de un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité social territorial commun, compétent à l'égard des agents de la collectivité et de l'établissement, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents. C'est le cas en l'espèce, pour publier, avec 149 agents pour la commune et 3 pour le centre communal d'action sociale. Donc là, je vous invite à approuver la création d'un comité social territorial commun pour la commune de Publier et son CCAS. Est-ce que ça soulève des remarques ou des questions? Je procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Cette fois, on passe à la fixation de la composition du comité social territorial. Le comité social territorial est chargé de l'examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail. En application de l'article L251-5 du Code général de la fonction publique, il est institué dans chaque collectivité ou établissement public employant au moins 50 agents. Par délibération du 5 juin 2026, le conseil municipal de Publier a décidé de créer un CST commun pour l'ensemble des agents de la commune et de son CCAS. Les prochaines élections professionnelles sont fixées au 10 décembre 2026. Il appartient donc au conseil municipal, au moins 6 mois avant la date du scrutin, de déterminer, après consultation des organisations syndicales, le nombre de représentants du personnel, le nombre de représentants de la collectivité, ainsi que les modalités de recueil de leurs avis. Dans la fourchette d'effectifs
supérieur ou égal à 50 et inférieur à 200, le nombre de représentants titulaires des organisations syndicales peut être compris entre 3 et 5. Par ailleurs, il est proposé que soit recueilli, en plus du vote des représentants du personnel, celui des représentants élus. Le conseil municipal est donc invité à approuver la composition du comité social territorial en maintenant son fonctionnement actuel, à savoir 3 représentants du personnel titulaire et 3 suppléants, 3 membres du conseil municipal titulaire et 3 suppléants, et ensuite décider que le CST recueillera le vote des représentants de l'employeur. Est-ce que ça soulève des questions, cette délibération? Donc ce CST, c'est un organe important pour nous, c'est vraiment l'organe d'échange avec les représentants des personnels sur toutes les questions qui concernent les personnels. Et donc il fonctionne très bien, dans la mandature qu'on a connue, il a bien fonctionné. Il a été réformé puisqu'on avait réuni, il y avait un CT et un CST. Donc tout ça a été fusionné en une seule structure, ce qui est bien parce que ça simplifie. Ça nous évite d'avoir deux réunions à chaque fois, 2 PV. Donc, et puis ça donne une cohérence sur les questions et le traitement de ces questions par ce CST unique. S'il n'y a pas de questions, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Et cette fois, on repasse aux finances avec James pour la TLPE. Bien, c'est quelque chose que l'on fait tous les ans. En fait, c'est la révision des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure, dite TLPE. On va délibérer en 2026 pour l'année 2027. C'est une taxe qui a vocation à limiter la pollution visuelle et à, dans toute la mesure du possible, améliorer le paysage urbain en évitant la prolifération des panneaux publicitaires. Comme je disais à l'instant, il appartient au conseil municipal de fixer par délibération les tarifs applicables sur la commune. Le code des impositions sur les biens et services, voilà un code que vous connaissiez peut-être pas, on en a en réserve, précise que les tarifs de la taxe sont indexés sur l'inflation, avec toutefois une limite. D'une part, la révision annuelle ne peut pas être négative, et d'autre part, elle ne peut pas excéder 5 € au mètre carré. Donc, nous avons eu le 9 mars 2026 l'arrêté publié au journal officiel le 18 mars 2026 qui a fixé les tarifs TLPE pour l'année 2027. Que dire? Retenons que les tarifs de la taxe sont indexés sur l'inflation, je vous disais à l'instant, mais de l'avant-dernière année, c'est-à-dire en fait la taxe qu'on décide en 2026 pour 2027 retient l'inflation de 2025, c'est-à-dire plus 0,9%. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette augmentation de tarifs par mètre carré d'un support est limitée à 5 € par rapport aux tarifs de l'année précédente. Donc, il vous est proposé de retenir les tarifs qui correspondent à l'arrêté du 9 mars 2026, tout simplement, c'est-à-dire pour les dispositifs publicitaires et préenseignes non numériques de moins de 50 mètres carrés, 18,90 € au mètre carré. Pour les mêmes au-delà de 50 mètres carrés, donc les panneaux de plus de 50 mètres carrés, 37,8 € au mètre carré. Pour les dispositifs publicitaires et préenseignes sur des supports numériques de moins de 50 mètres carrés, on est à 56,70 €. Si on dépasse cette surface, on passe à 113,30 €. Les petites enseignes inférieures à 7 mètres carrés, on est en exonération. Et les enseignes supérieures à 7 mètres carrés, inférieures ou égales à 12 mètres carrés, on a 18,90 € du mètre carré. Les enseignes supérieures à 12 mètres carrés et inférieures ou égales à 50 mètres carrés, on est à 37,70 €. Pour les très grandes enseignes, c'est-à-dire celles qui sont supérieures à 50 mètres carrés, on est à 75,60 €. On a l'air de faire des gros tarifs, mais en fait, dites-vous bien que ça contribue pour moins de 60-70 000 € aux finances locales. Alors c'est vrai que le chiffre comme ça paraît élevé, rapporté au bilan de la commune, ça l'est un peu moins, bien que je ne crache pas sur une ressource comme celle-là et personne ici. C'est surtout un dispositif préventif pour éviter la multiplication des enseignes. Monsieur le maire. Bien. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Oui, Gilles. Juste une précision, les chiffres annoncés correspondent en fait aux chiffres 2026 et pas aux chiffres 2027. Je me suis trompé dans l'annonce. Oui.
il me semble. Merci pour ta vigilance. Tu as tout à fait raison. Merci, Gilles. Donc, je ne vous le refais pas, mais le 18,90 est à 19,10, le 37,80 est à 38,10, le 56,70 est à 57,20, le 113,30 est à 114,30. L'exonération reste une exonération. Le 19,90 est à 19,10, le 37,70 est à 38,10 et le 75,60 est à 76,30. J'espère que tout le monde a suivi. Merci, Gilles. Il y en a au moins un qui suit dans la salle. Voilà. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres qui ont repéré, non, on pourrait recommencer. Non. Merci, Dominique. Oui, vas-y, Dominique. Je vais faire ma pinailleuse. Et Oui, si oui, on oui. a l'enseigne publiée en fion, est-ce que aussi sur la façade, ce sera taxé? Dominique, j'adore ton sens de l'humour. Franchement, j'adore ton sens de l'humour. Je t'aime bien, Jeff. Bien, eh bien, sur ces déclarations, nous allons pouvoir procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération approuvée à l'unanimité. Je vous remercie. Et elle est inférieure, elle est dans la zone non taxable, je viens de vérifier. On poursuit, James, sur la taxe d'aménagement majorée du secteur Est, chef-lieu. Alors, la taxe d'aménagement a été créée par la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010. Je suis certain que chacun d'entre vous l'avait en mémoire. Afin de financer les équipements publics liés aux nouvelles constructions d'immeubles d'habitation sur le territoire des communes. La commune de Publier a institué cette taxe en 2011 et approuvé initialement un taux de droit commun de taxe d'aménagement de 3,5% sur l'ensemble de son territoire. Nous étions en 2011. L'a ensuite porté à 5% par délibération de conseil municipal du 24 novembre 2014. En fait, nous n'allons pas revenir sur ce taux pour l'ensemble de la commune, mais simplement pour un secteur. En effet, l'article 1635 quater N du Code général des impôts dispose que le taux de la part communale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20% dans certains secteurs, à condition d'une délibération motivée. Le plan local d'urbanisme de la commune, approuvé par délibération du 19 janvier 2026, cette année donc, définit notamment les futures orientations d'aménagement et de programmation sur le territoire communal, dont la requalification du secteur du chef-lieu. Ce quartier est fléché par le schéma de cohérence territoriale, c'est-à-dire le SCOT du Chablais, comme une zone prioritaire de densification urbaine autour de la mairie et de l'église. Cette densification suppose bien sûr d'y construire des logements, tout en apaisant et sécurisant la zone et les axes de circulation. Cela imposera donc à la commune des travaux substantiels d'aménagement public et, à mon sens, cela justifie la majoration de la taxe d'aménagement sur cette zone et sur les parcelles détaillées en annexe 17. Je ferai cependant une remarque par rapport à la liste des parcelles que nous avons indiquées sur le projet qui vous a été soumis. En effet, il semble qu'il y manque quelques parcelles dans la liste derrière, mais qui sont indiquées sur le tableau qui vous a été... Tu peux projeter le tableau ? Qui sont indiquées sur l'annexe 17 en page 1, mais qui ne figurent pas sur l'annexe 17 en page 2. Cela concerne les parcelles 270, 182, 181, 178, 183 et 173, mais qui figurent sur le plan annexé en 1. Donc je pense qu'on pourra corriger la liste des parcelles en annexe tout simplement et voter la délibération comme cela si ça vous convient, monsieur le maire. Oui, tout à fait. Vous êtes d'accord ? Oui, il n'y a pas de problème. Donc le conseil municipal est en conséquence invité à fixer un taux majoré à 20% pour la taxe d'aménagement sur le secteur et les parcelles telles que je viens de les indiquer. Monsieur le maire. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Pas de commentaires. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. On poursuit avec l'enfouissement des réseaux pour la mise en sécurité des points de collecte, secteur rue de la Plaine. Très bien. La commune a décidé de procéder à l'enfouissement des réseaux, je parle d'électricité, d'éclairage public et de télécom, dans un secteur de la rue de la Plaine, afin de sécuriser la collecte des déchets au niveau du point d'apport volontaire. En effet, on a un point d'apport volontaire et des lignes aériennes qui passent juste au-dessus, ce qui est quand même pas
idoine pour la collecte des déchets. C'est un projet déjà qui a pris un peu de temps. Il est temps qu'on le mette en œuvre. Les travaux seront conduits par le syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie, le SIAN en fait, avec une répartition des coûts selon le plan de financement qui vous a été adressé, c'est-à-dire une participation de la commune pour 33 445,36 €, soit 34 840,40 € TTC, une participation du SIAN pour 16 449,79 €, soit 25 087,78 €. La commune devra, comme à chaque fois qu'on réalise des travaux en harmonie avec le SIAN, verser 3% du montant du total TTC au titre de la contribution au budget de fonctionnement du SIAN, ce qui représente la somme de 1 797,85 €. Appréciez les centimes. Les rapports que vous trouvez là entre le hors-taxe et le TTC pour les lignes SIAN et communes peuvent surprendre. La cause en est à la fois simple et relativement complexe dès qu'il s'agit de fiscalité. En fait, suivant la nature des travaux, distribution électrique ou éclairage public ou télécom, la TVA est soit récupérée directement, et dans ce cas-là ne figure pas, soit par le biais du FCTVA, et dans ce cas-là figure, soit elle n'est pas récupérable par les collectivités et elle figure. D'où ces écarts un peu bizarroïdes entre le hors-taxe et le TTC. Vous avez le détail de ces calculs en annexe 18, mais je vous éviterai la lecture de cette annexe si vous voulez bien. Monsieur le maire ? Bien. Des commentaires ou des questions? Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Nous arrivons maintenant à l'urbanisme avec la création et dénomination d'une nouvelle voie de circulation routière. Donc, il appartient au conseil municipal de procéder à la dénomination des voies et lieux-dits. La dénomination des voies publiques ainsi que la numérotation des habitations et des commerces constituent des mesures d'ordre public essentielles. Elles permettent une identification claire des lieux, notamment pour les administrés, les services de secours, la distribution du courrier, les dispositifs de géolocalisation. Les dénominations retenues doivent respecter l'ordre public, ne pas heurter la sensibilité des personnes, ne pas porter atteinte à l'image de la commune. Suite à la signature du permis de construire relatif à la création d'une maison de santé, et afin de faciliter l'accès à la maison de santé ainsi qu'à l'école Saint-Exupéry, tout en sécurisant la circulation, il est prévu la création d'une nouvelle voie de circulation reliant la rue du Port et la rue de la Chapelle. Je rappelle que cette nouvelle voie a pour objet majeur de faire que nos enfants n'accèdent plus à l'école par la 1005, qui est beaucoup trop dangereuse. Sur proposition d'Éric Guédon, premier adjoint, il est envisagé de dénommer cette nouvelle voie de circulation rue Marcel Laloux, du nom d'une femme ayant marqué l'histoire de la commune et dont le portrait est dressé en annexe de la note de synthèse. Alors, c'est important quand même de dire qui est Marcel Laloux. C'est une figure importante, intellectuelle majeure du XXe siècle. Elle est née en 1890, décédée en 1967. C'était l'une des plus grandes tibétologues françaises, donc avec le catalogage de l'intégralité des manuscrits tibétains de Dunhuang Wang, qu'on connaît tous, un travail monumental qui constitue une référence mondiale dans le domaine. Elle a enseigné aussi pendant plus de 25 ans à l'école pratique des hautes études. Elle a dirigé la bibliographie boutique, le journal asiatique. C'était une femme aussi pionnière, modèle pour les générations futures, une des premières femmes à occuper un poste de directrice d'études à l'EPHE, à une époque où les carrières universitaires féminines étaient rares. Son parcours illustre la persévérance, l'excellence intellectuelle, l'ouverture au monde, qui sont des valeurs parfaitement adaptées à une rue qui mène à une école. Donc, associer son nom à l'école Saint-Exupéry, rénovée, permettrait d'offrir aux élèves un exemple inspirant de curiosité, de rigueur scientifique et d'engagement dans la connaissance. Marcel Laloux, c'était aussi une personnalité engagée au service des autres. Avant sa carrière scientifique, elle s'était engagée comme infirmière volontaire pendant la Première Guerre mondiale, témoignant d'un sens profond du service et de la solidarité. Cet aspect de sa vie résonne particulièrement avec la présence de la nouvelle maison médicale, accessible par cette rue, un lieu dédié aux soins, à l'aide, à la santé. Ainsi, son nom fait le lien entre le savoir, l'école,
le soin, la maison médicale, deux dimensions essentielles de la vie communale. Je précise que Marcel Laloux, pour son engagement durant la Première Guerre mondiale, s'était vu décerner la Légion d'honneur. Et enfin, c'est une personnalité liée à Publier, puisqu'elle est inhumée dans le cimetière de la commune de Publier, ce qui nous crée un lien patrimonial fort entre son histoire personnelle et notre territoire. Donc, honorer son nom dans l'espace public revient à reconnaître cette présence locale, valoriser une figure qui fait partie de l'identité culturelle de la commune. Elle intervient à point nommé, puisque dans notre programme électoral, notre dernière campagne, nous avons pour volonté de travailler sur toutes les personnalités qui ont vécu ou qui ont un lien avec Publier. On pense tout de suite à Anna de Noailles, mais il n'y a pas que Anna de Noailles. Et notre cimetière mérite d'être considérablement valorisé. Une contribution aussi à la culture pour Marcel Laloux, à l'ouverture internationale, on l'a dit, avec ses travaux sur le bouddhisme. Donc, nommer une nouvelle voie rue Marcel Laloux, ça permet de valoriser une femme savante, pionnière, reconnue internationalement. C'est créer un lien symbolique fort entre son engagement, la santé et le savoir et les équipements desservis, une école et une maison médicale. C'est honorer une personnalité qui repose à Publier. Et enfin, c'est transmettre aux jeunes générations un modèle d'ouverture, de curiosité et d'excellence. Donc je remercie nos services qui ont fait ce travail de recherche. Et je laisse maintenant éventuellement la place à des questions ou à des commentaires, s'il y en a. Je pense qu'on peut être unanime et être très fier d'avoir, au-delà de Anna Noailles, désormais Marcel Laloux parmi nos personnalités et notre patrimoine communal. Donc, si vous en êtes d'accord, je soumets au vote le baptême de cette nouvelle voie de circulation. Qui est contre? Qui s'abstient? Bienvenue à Marcel Laloux dans la commune. Merci. Convention de droit d'usage dans le cadre de la construction de réseaux de desserte en fibre optique, très haut débit de la Haute-Savoie. On a eu l'occasion déjà de parler du CIAN. Donc le CIAN a engagé le déploiement d'un réseau fibre optique de très haut débit dans le cadre de la compétence dont il bénéficie. Cette infrastructure permettra à terme le raccordement des logements au très haut débit. Le CIAN souhaite conclure une convention avec la commune pour définir les conditions techniques, administratives et financières d'un droit d'usage de la parcelle AI 0319 pour lui permettre d'implanter, d'exploiter et d'entretenir l'infrastructure de communication électronique dont il a la charge. La convention et les droits sortis au CIAN sont conclus à titre gracieux. Aucune indemnité ne pourra être exigée du CIAN. Je vous invite à approuver cette convention et à m'autoriser à la signer. Il n'y a pas de commentaire, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Une convention de servitude sur la parcelle AI 319 dans le cadre de la construction de maisons de santé qu'on a évoqué précédemment à Amphion. Enedis doit implanter sur la parcelle contiguë appartenant à la commune un certain nombre d'ouvrages. En particulier, il y a 2 canalisations souterraines et leurs accessoires dans une bande de 1 mètre de large sur une longueur totale d'environ 12 mètres. Les bandes de repérage, si besoin, ainsi qu'un ou plusieurs coffrets avec pose de câblage, d'un câble. Il convient donc de régulariser cette implantation par une convention de servitude. Je vous invite à approuver la constitution d'une servitude relative à l'implantation des divers ouvrages par Enedis sur la parcelle communale cadastrée AI 319. Est-ce qu'il y a des questions? Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. J'en profite pour dire que les travaux avancent à bon train sur nos 2 parkings paysagers, comme sur la maison médicale. Délibération suivante, acquisition des parcelles AH 962P et AH 964P. Donc là, la réalisation d'ensemble immobilier, le Verso, avenue de la Rive, a permis d'entreprendre des travaux d'aménagement et de sécurisation de la 1005 via une convention de projet urbain partenarial. Les travaux effectués ont entraîné la modification de la délimitation entre plusieurs parcelles et le domaine public. Il faut donc procéder à une régularisation. Aussi, il convient d'acquérir les parcelles cadastrées AH
962P et AH 964P, représentant une superficie totale de 4 mètres carrés, en vue de leur classement dans le domaine public. Le prix avait été fixé à 150 € du mètre carré dans la convention de PUP, soit un montant de 600 €. Je vous invite à approuver l'acquisition d'une fraction de ces parcelles en vue de leur incorporation dans le domaine public. Y a-t-il des questions? Pas de questions, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Dernière délibération, l'acquisition de la parcelle AI 353P. Il s'agit donc là de la création d'un trottoir de rue du Clos de Viry, qui nécessite notamment l'acquisition à l'amiable d'une partie de la parcelle cadastrée AI 353 appartenant à Haute-Savoie Habitat. Il convient d'acquérir pour ce cas-là 12 mètres carrés en vue de son classement dans le domaine public. Le prix a été fixé à 40 € du mètre carré par les domaines, ce qui représente un montant de 480 €. Le conseil municipal est donc invité à approuver l'acquisition d'une fraction de la parcelle cadastrée AI 353 pour un total de 12 mètres carrés en vue de son incorporation dans le domaine public. Pas de questions, pas de commentaires. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Et je terminerai ce conseil en vous présentant une motion de soutien pour la conservation des ADEME régionales. Vous savez, les agences, les diverses agences de niveau national sont l'objet aujourd'hui de critiques, de contestations, et donc avec des perspectives de réforme. Et l'ADEME fait partie de ces agences qui sont expressément concernées. Donc, il est envisagé dans un projet de loi qui passera prochainement au Conseil des ministres, avant un examen au Parlement, que les 17 directions régionales de l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, soient intégrées au sein des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DREAL. DREAL, donc, qui relève de la préfecture régionale. La CCPVA a été interpellée sur le sujet par son conseiller en transition écologique. C'est un rattachement qui inquiète de nombreux acteurs de terrain. D'abord les salariés de l'ADEME, évidemment, puisque la réalité, c'est que les centres d'expertise de l'ADEME, qui sont indispensables pour mener une politique avec une vision nationale, seront privés de leurs bras sur le terrain. Donc c'est le début d'un démantèlement de l'agence. Ensuite, les chefs d'entreprise, qui ne veulent pas voir disparaître un acteur qui les accompagne et qui cherche à comprendre leurs projets et leur viabilité. C'est une inquiétude aussi des responsables publics, comme les maires et anciens ministres, ou le maire en particulier, l'ancien ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui déclarait que ce serait une erreur. Les DREAL mènent des contrôles, l'ADEME est dans l'innovation, la recherche pour encourager les bonnes pratiques. C'est sûr que si on met dans un même panier l'innovation, la recherche et le contrôle, il y a fort à parier que l'innovation et la recherche vont sans doute être un petit peu rabotées. Et enfin, ça inquiète beaucoup d'associations d'élus qui ont d'ailleurs déjà réagi à ces annonces, comme le précise l'article en pièce jointe. Il ne faudrait pas que cela se traduise par une perte de moyens financiers et en ingénierie au détriment des territoires. Les conseillers en transition attirent l'attention des élus, des entreprises, des associations sur le risque de perdre un interlocuteur de confiance qui accompagne les politiques et les projets de transition écologique sur le terrain. Il est important de rappeler ici que les directions régionales de l'ADEME constituent un acteur incontournable et précieux pour accompagner les territoires sur l'ensemble de ces enjeux fondamentaux. Concrètement, depuis plusieurs années, l'ADEME accompagne la CCPVA et ses communes, bien sûr, dans l'amélioration continue des actions de transition écologique, d'adaptation et de sortie de notre dépendance aux énergies fossiles. Pour illustrer le propos, l'ADEME nous soutient en intercommunalité via le dispositif de management de nos politiques de transition avec le référentiel territoire engagé en transition écologique. Elle nous soutient surtout aussi par des contrats et des financements, ce qui sont réels. D'abord, en faveur de la transition via le contrat d'objectif territorial, le COT, en faveur des mobilités actives via le financement du schéma directeur, et enfin en faveur de la chaleur renouvelable via le Fonds Chaleur sur les réseaux de chaleur
au bois des communes d'Évian et d'Abondance, et aussi sur le système de géothermie lacustre Saint-Gingolph, qui était une première pour nous dans le Chablais, et qui était un exemple qui peut être suivi par plusieurs communes, dont la nôtre. Il faut rappeler aussi que l'ADEME a soutenu et soutient toujours des études et des travaux qui permettent d'anticiper l'avenir. La construction du méthaniseur, ainsi que l'étude dans le cadre de la reprise en régie, les travaux de remise en état de ce méthaniseur dans le cadre de la CSA alimentaire, les études en matière d'adaptation aux aléas climatiques qui impactent déjà fortement notre territoire, la faisabilité de terrain, des véhicules à hydrogène. L'ADEME soutient également des projets de transition portés par les acteurs économiques de nos territoires. Par exemple, la création d'une chaîne de fabrication de fromage AOP pour la coopérative agricole laitière de Gavot Val d'Abondance, quand même pour un soutien financier de 267 000 €. En tant que VP économie aussi, j'ai pu avoir la satisfaction de voir une entreprise installée sur notre commune, mais au niveau de l'intercommunalité, qui a bénéficié d'un investissement assez conséquent aussi de l'ADEME, quand même, 190 000 €. La faisabilité de la récupération de la chaleur fatale aux papeteries du Léman, 18 000 €. Le déploiement de la chaleur et de l'électricité renouvelable sur certains gîtes et hôtels de notre territoire. Donc, moi, je pense vraiment que, compte tenu de ce que l'ADEME a réalisé au niveau de notre intercommunalité et de ce qu'elle réalise, elle mérite vraiment qu'on la soutienne dans cette période qui est compliquée pour elle. Donc, ce que je vous propose, après vous avoir apporté connaissance de tous ces éléments, c'est d'approuver cette motion de soutien afin de conserver en l'état les directions régionales de l'ADEME. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Pas particulièrement. On soumet au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, le conseil municipal de Publier apporte son soutien à la conservation en l'état des directions régionales de l'ADEME et approuve la motion de soutien proposée par la CCPVA, notre intercommunalité. Voilà. Nous en avons terminé avec ce conseil municipal. Je vous remercie de votre présence et donc on se reverra, je l'espère, en septembre, bien sûr, mais avant fin juin, début juillet, pour qu'on se retrouve tous ensemble pour un petit moment de convivialité. Demain, l'inauguration de la médiathèque. Bien sûr, on se retrouve tous les jours. Demain matin, on a la médiathèque, on a le marché, hein, avec des prestations importantes. On a le DS Club qui est au marché, on a les Jeepers, et on aura même la gendarmerie nationale du sommet du G7 qui se représente avec un blindé pour que les Publiéraines et les Publiérains découvrent les moyens de la gendarmerie au maintien de l'ordre. Voilà, donc, et plein d'autres innovations qu'il serait trop long d'énumérer. Voilà. Merci à toutes, à tous de votre participation. Bonne soirée et à très vite pour de nouvelles aventures, donc dès demain matin. Merci.